Je me suis rendu compte après avoir accepté l'invitation à intervenir sur ce sujet, que je l'avais fait bien imprudemment, parce que vous êtes nombreux, je pense, à avoir plus d'expérience que moi avec ce qui s'est mis en place dans l'académie depuis quelque temps. Et je me dis qu'au fond, vous avez peut-être les réponses que je n'ai pas encore. Alors là-dessus, je parle à partir d'une expérience. Le privilège de l'âge fait que j'ai connu, si je puis dire, la mise en œuvre de la première circulaire sur la continuité école-collège en 1977. Et je dois dire que le parcours professionnel fait que j'ai vu évoluer beaucoup de choses, et sur ce sujet-là, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. Alors, j'ai d'autant plus d'humilité pour aborder le sujet. Je parle aussi à partir d'un rapport qui a été rendu par les inspections générales il n'y a pas très longtemps, dont je vous donnerai les références exactes dans le diaporama sur cette continuité école-collège, puisqu'il nous a été demandé en cours d'année scolaire l'an dernier de bien vouloir examiner précisément certaines expériences qui se mettaient en place dans les académies. Et ce rapport, je ne vais pas l'exploiter intégralement, parce que y a des choses qui demanderaient sans doute beaucoup de temps pour être diffusées, mais je vous conseille de vous y reporter en particulier, parce qu'il était demandé à nos collègues rapporteurs de préciser tous les contextes et les éléments réglementaires qui s'attachaient aux questions d'échange de services, de déplacement, de responsabilité, etc. Et il y a donc, au-delà des aspects qu'on va qualifier de plutôt pédagogiques, des réponses réglementaires. Qu'est-ce qui permet de rémunérer telle chose? Qu'est-ce qui permet de donner telles indemnités? Et dans quelles conditions? Et je pense que pour le travail que vous avez à faire les uns ou les autres, ça peut être quelque chose d'important. Alors, je ne vais pas passer très longtemps là-dessus. Les difficultés qui sont depuis longtemps identifiées et qu'il va falloir parvenir à surmonter, la première renvoie aux caractéristiques et à l'organisation territoriale. Quand je parle du réseau des écoles et des collèges, de la transition CM2 6e, je fais référence à la fois au fait qu'on a des choses très concentrées parfois en ville, très dispersées en campagne, mais là où on a l'impression parfois d'une grande concentration en ville, il n'y a parfois pas de carte scolaire très organisée, de telle façon que n'importe quel élève de n'importe quel CM2 peut aller dans n'importe quel collège de la ville. Je connais une ville assez grande, pas très loin d'ici, où c'est le cas. L'an dernier, il y avait 49 classes de CM2 sur cette ville. Eh bien, les élèves de ces classes-là pouvaient se trouver dans n'importe quel collège de la ville. C'est très compliqué, je le sais, de construire des continuités quand on est dans cette dispersion aussi vaste. Il y a la question également de la carte des circonscriptions. Et là, je pense que l'expérience fera que l'on sera plus attentif dans les années qui viennent à faire coïncider, si je puis dire, la carte des circonscriptions avec la carte des secteurs de collège. Quand on a un collège, d'une certaine façon, qui recrute dans des écoles de 3 ou 4 circonscriptions, et on peut citer beaucoup d'exemples de ce cas-là, ça ne rend pas les choses faciles. Là, il me semble qu'il y a des réponses qui peuvent être envisagées, une fois qu'on aura bien intégré que cela fait partie de la règle du jeu. Ce cycle 3 à cheval, sur les 2 niveaux, ça pourra bouger. Il y a la question, et vous l'avez évoqué d'emblée, de la culture professionnelle des professeurs, des statuts et de l'organisation de leurs services. Vous avez évoqué le temps prévu pour la concertation dans le premier degré qui n'est pas prévu de la même façon dans les collèges, mais on peut ajouter aussi la question, si je puis dire, de la liberté dans la semaine des professeurs, puisque le régime de leur emploi du temps est déjà tellement différent
que ça, c'est compliqué. Le rapport des collègues nous dit qu'il y a des choses à anticiper de ce point de vue-là dans l'organisation du temps dès les débuts de l'année, que ce soit par les IEN ou par les principaux de collège. Il y a la question de la représentation des attentes, et j'y reviendrai d'une certaine façon, mais la représentation des attentes, pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de professeurs des écoles ont pensé ont vécu ces réunions de liaison école-collège comme c'est la 6e qui nous passe commande, quoi, qui nous dit ce qu'il faut avoir travaillé avant, et puis ce sera comme cela que ça va se faire. On n'est plus dans cette logique-là. Hein. On n'est pas dans la logique où l'aval pilote l'amont. On est dans la logique où on pense ensemble le cycle. Enfin, il y a la question des instances réglementaires pour travailler ensemble. Alors, pendant un certain temps, on a pu juger qu'elles étaient insuffisantes. Aujourd'hui, elles sont devenues plurielles et du coup se pose la question de leur coordination. On a à la fois le conseil école-collège à l'échelle du secteur de collège. On va dire que là, on est bien avec une instance qui pense les parcours d'élèves dans leur durée. Le conseil école-collège ne peut pas être réduit à la question du cycle 3. Ce n'est pas un conseil de cycle 3. Ça pense dans la durée et on est plus sur des orientations stratégiques, me semble-t-il. J'ai mis objectif, j'aurais peut-être dû écrire plutôt orientation stratégique pour le conseil école-collège. Et à côté de cela, on a les conseils de cycle 3 qui normalement se tiennent à l'échelle de chaque école. Le conseil de cycle 3, c'est chaque école. Même s'il est bien dit dans le décret réglementaire que pour les petites écoles rurales proches, on peut rapprocher plusieurs écoles pour faire un seul cycle. Et puis, à l'intérieur du collège, il y a le conseil pédagogique. Là, on est plus près, me semble-t-il, d'objectifs pédagogiques opérationnels et des actions, des activités directement à mettre en œuvre. Mais on voit bien qu'il faut arriver à faire travailler ensemble. Alors, quand on lit les textes réglementaires, on sent que le conseil école-collège, d'une certaine façon, aurait vocation à donner les orientations pour que fonctionnent les autres cycles. Encore faut-il que ce soit bien compris comme ça. Et que ce soit bien vécu comme ça dans la participation des professeurs. Deuxième point, mes observations me montrent que parfois, on veut trop demander à ces concertations. Et il me semble qu'il faut se montrer d'une certaine façon raisonnable. Alors, il se trouve que j'ai lu dans les semaines qui viennent de s'écouler un petit ouvrage fort intéressant du philosophe François Julien qui est intitulé « Il n'y a pas d'identité culturelle ». Et sans doute parce que je réfléchissais au travail de ce matin, j'ai vu beaucoup d'échos entre ce que j'étais en train de lire, qui n'a rien à voir avec notre univers institutionnel, et ce qui était écrit. Et j'ai repris cette phrase parce que je la trouve très juste. Construire un champ d'intelligence partagée où chacun peut commencer d'entendre l'autre. Déjà, c'est ça. Je me dis parfois, quand je coordonne le travail au sein de l'inspection générale, que je suis simplement dans cette limite-là. Il y a des écarts entre deux univers de référence. Il ne s'agit pas de vouloir tout annuler, tout résorber. Il ne s'agit pas que les professeurs d'école s'imaginent qu'on va leur demander de devenir aussi performants disciplinairement que chaque professeur de spécialité. Il ne s'agit pas que les professeurs de collège s'imaginent qu'on veut faire passer les profs de 6e comme des profs polyvalents, etc., etc. Le collège n'est pas l'école, on ne vise pas l'uniformisation, mais on voudrait lutter contre les replis identitaires quand même. On ne peut pas travailler si chacun s'accroche indéfiniment à ces différences et ne peut pas bouger. Je milite pour qu'on regarde l'hétérogénéité des classes comme une ressource et non comme un problème. Je milite de la même façon pour
qu'on regarde l'hétérogénéité au sein d'une équipe comme une ressource et non comme un problème. C'est parce qu'on est différent qu'on peut apprendre ensemble. C'est parce qu'on est différent qu'on doit aussi construire ensemble, même si, effectivement, il y a là des facteurs d'insécurité. Sur ce plan-là, l'image qui revient, qui me semble la plus juste, c'est l'image de l'enseignant comme musicien d'orchestre. Il ne va pas jouer tout seul. Il ne va devenir performant que dans l'orchestre du cycle, si je puis dire. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a une partition commune. C'est le programme du cycle 3. Mais encore faut-il la lire. Et pour moi, c'est un des premiers travaux à travailler ensemble, la lire ensemble pour l'orchestrer ensemble. Comment on va la faire jouer, cette partition, comment on va partager, comment on va harmoniser les manières de jouer pour que ça fonctionne. Et il me semble que dans cette culture commune, il y a à construire un sens identique à ce qui est à faire, mais c'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour tout le monde. Cette efficacité collective, elle suppose, c'est toujours ce que nous apprennent les manuels de management, si je puis dire, de l'intelligence, du savoir-faire, de la volonté. L'intelligence, elle est là, elle y est, vous en avez, d'ailleurs peut-être même ça déborde à certains moments. Le savoir-faire, les savoir-faire, il y en a. Il faut les mutualiser. Il faut accepter l'idée même de cette mutualisation. La volonté, c'est peut-être là qu'il faut que vous interveniez. Je ne suis pas sûre que ce soit ce qui est toujours le plus, le plus présent quand on commence à travailler ensemble. Mais en même temps, et je l'ai mis presque pour me rappeler ce que je me dis souvent, ne pas confondre coopération et affinité élective. On n'est pas là pour s'entendre bien, on est là pour travailler ensemble. Être capable d'expliciter des différences, d'accepter de régler des conflits, de traiter des dysfonctionnements, sans les interpréter en termes normatifs ou affectifs. Je crois qu'il y a des savoirs professionnels, des savoir-faire professionnels qu'on n'a pas trop développés dans ces domaines-là. Le savoir travailler ensemble, sans en faire une affaire, encore une fois, affective ou une affaire de jugement sur les compétences des uns et des autres, ça reste à travailler. Alors, dans cette idée que on veut peut-être trop vite, je me suis rassurée en allant chercher des choses déjà un peu anciennes que j'avais lues chez Philippe Pernoud. Vous savez, ce sociologue de l'éducation suisse qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui a beaucoup produit dans les 20 ou 30 dernières années. Et il avait une manière de catégoriser le travail en équipe que je trouvais intéressante. Avec deux niveaux, enfin, il distinguait bien les deux. Il y a un niveau 1, il y a un niveau 2 qui est plus performant, mais parfois il faut se satisfaire du niveau 1. C'est ce qu'il appelait l'équipe comme coopérative d'artisans. C'est une ressource pour chacun qui continue comme avant. Ça, déjà, quand vous dites ça, vous rassurez beaucoup les gens. Isolement rompu, partage d'avis, de matériel, préparation en commun. Déjà, si on avançait là-dessus, préparer des progressions, préparer des programmations, préparer des évaluations, trouver des accords sur des règles de vie pour les élèves. C'est pas neutre. Et formation de la personne et du citoyen, on y est quand même. Trouver des accords sur certaines méthodes, sur certains outils. Et je parlais tout à l'heure des outils des élèves qu'ils pourraient garder sur le cycle. C'est tout bête, ça. Mais lorsque nous travaillons à l'inspection générale et que nous faisons des enquêtes, je me rappelle quand nous avons travaillé sur les programmes précédents, et que nous nous rendons compte, par exemple, que tous les ans, les élèves reprennent en grammaire le présent de l'indicatif des verbes en termes de conjugaison.
Vous dites, mais attendez, vous allez avancer comment si vous reprenez tous les ans? Et oui, madame, mais je ne peux quand même pas commencer le cahier de conjugaison par le passé simple. Ça dit des choses, et des choses intéressantes de la part des professeurs. Hein? Ça dit des choses intéressantes. Mais pourquoi on ne garderait pas le même cahier? Ah, c'est compliqué. Tiens, j'ai vu une moue là qui disait c'est pas si simple que ça, partager un cahier, un classeur sur plusieurs années. Mais déjà, ça, c'est un signe pour les élèves de continuité de quelque chose. Alors, ça se fait parfois, ça arrive à se faire sur le temps de l'école. L'enjambement avec la 6e pose un problème, parce que les élèves viennent de plusieurs classes, de plusieurs collèges, etc. Mais on peut travailler là-dessus. Le deuxième niveau, l'équipe comme acteur collectif, alors là, on est plus dans l'implication dans un travail ensemble, et qui aboutit à ce que la division du travail puisse se trouver modifiée. On a vu ça dans quelques cas récemment, avec des classes, je le signale, de CM2 6e, des classes à 2 niveaux, dans lesquelles interviennent des professeurs des écoles et des professeurs de collège, de façon un peu expérimentale, enfin on va dire les choses comme ça, mais ça avance. Diversification des groupes, des organisations, pour faire mieux réussir chaque élève. Est-ce qu'on peut travailler autrement que chacun dans sa classe? Coélaboration, engagement et loyauté. Vous voyez qu'il y a plus de, on va dire, plus d'obligations, de concertation, de discussion, si on choisit la deuxième option. Ça emporte beaucoup plus de conséquences dans les organisations qui ne sont pas toujours simples, avec des secteurs de collège composites, étendus, etc. Ce qui apparaît évident, c'est que dans beaucoup de cas, les écoles, les équipes de cycle 3, si on les appelle comme ça, ont un besoin d'accompagnement qui fasse place à un tiers. Là où elles peuvent fonctionner bien, harmonieusement, toutes seules, pourquoi pas, mais, et le rapport de l'inspection générale le dit sur la question de la continuité école-collège, la place d'un tiers peut être intéressante. Je signale d'ailleurs que c'est souvent ce que choisissent les réseaux de l'enseignement privé catholique, où il y a comme un facilitateur du travail, un accompagnateur à certains moments pour aider les équipes à dépasser des choses, pour apporter un petit souffle d'ailleurs dans le fonctionnement d'une équipe. Besoin d'une aide extérieure, alors pourquoi faire? Pour analyser la situation et pour être conduite à la coévaluer. De quoi on a besoin pour avancer à l'intérieur d'une équipe de cycle? Pour poser et résoudre des problèmes. C'est un des problèmes de l'équipe de cycle et de la continuité école-collège. Pour recentrer sur des priorités, pour éviter l'éparpillement. On ne pourra pas, cette année, travailler nécessairement sur tous les domaines avec la même acuité. Il faut choisir ses entrées. Ce n'est pas possible de tout traiter. Besoin d'aide extérieure pour aider à changer. Il y a les questions d'essaimage. Quelqu'un qui bouge, qui voit ce qui se fait ailleurs et qui peut introduire quelque chose. Des questions de mutualisation. Peut-être qu'il faudrait travailler entre plusieurs cycles 3 à certains moments. Et puis, besoin d'un tiers parfois pour ce que j'appelle essayer en sécurité. Avoir quelqu'un à qui se raccrocher si ce qu'on a tenté tourne mal. Parce qu'après tout, on n'est pas assuré de réussir toujours. Et il me semble qu'il y a des réponses institutionnelles qu'il faudrait coordonner mieux pour ne pas gaspiller les ressources. Quand je dis ne pas gaspiller les ressources, c'est que j'ai bien conscience qu'à l'échelle d'une académie comme la vôtre, qui est une académie quand même avec un indice de ruralité
non négligeables, donc du coup des choses assez vastes. On ne peut pas... il faut vraiment bien regarder quelles sont les ressources que l'on a, même si je sais que vous avez dans cette académie une antériorité avec certains réseaux qui peut être exploité sans doute de manière intéressante. Les textes ont demandé qu'il y ait un groupe d'appui académique à cette question-là du cycle 3. Il y a les nouvelles pratiques d'inspection qui vont se mettre en place avec la dimension d'accompagnement. Il me semble que sur l'accompagnement collectif, on a des choses à avancer. On a des évaluations de cycle à faire avec ce que cela va induire de travail commun sans doute entre équipes de circonscription du premier degré et IAIPR du second degré, voire peut-être professeur formateur dans certains cas. Je pense que de ce point de vue-là, il faut que l'on montre au niveau de l'encadrement qu'on avance comme on demande aux équipes de terrain d'avancer. Qu'on décloisonne aussi un peu certaines préoccupations et certaines manières de faire. Il y a des référents formateurs. On voit bien que autour d'équipes de cycle 3 qui voudraient avancer sur certains points, il ne faut pas qu'on ménage notre soutien. Et je me dis que les nouvelles pratiques d'inspection et d'accompagnement devraient bien commencer par cette question du cycle 3. Bien identifier les besoins de formation pour construire un fonds commun de référence. Il me semble qu'entre des professeurs polyvalents, comme il y en a en CM1, CM2, et des professeurs dont l'activité est très structurée par le champ ou les champs disciplinaires qu'ils enseignent, il y a de la culture commune encore à faire et que les nouveaux programmes nous donnent l'occasion de faire de faire avancer cette culture commune. Alors, j'ai noté là, selon les problèmes à traiter, mais les savoirs sont aussi bien des réponses à des problèmes que des grilles de lecture. C'est-à-dire, est-ce que c'est parce qu'on a la formation avant qu'on lit mieux la situation que l'on est en train de vivre, ou est-ce que c'est parce qu'on a un problème déjà construit qu'on peut mieux recevoir les savoirs qu'il y a à recevoir? Il y a les deux logiques qui peuvent jouer à des moments différents. Il me semble que sur ces besoins de formation, on doit s'interroger sur ce que j'ai appelé là les savoirs pour enseigner. Il y a des savoirs de référence que je distingue des savoirs à enseigner. Les savoirs de référence vont souvent plus loin que les savoirs à enseigner. On voit bien que dans la logique curriculaire, on va avoir l'occasion d'aborder les mêmes notions, les mêmes concepts à plusieurs moments du cycle. Qu'est-ce que c'est que travailler comme cela? Qu'est-ce que c'est que approfondir? Qu'est-ce que c'est que complexifier un apprentissage? Alors, selon les didactiques, on parle de niveau, on parle de registre, mais il y a des choses à travailler de ce point de vue-là. On sait que c'est plus ou moins travaillé selon les didactiques disciplinaires. Il me semble qu'on peut avancer et qu'il y a des choses à s'apporter mutuellement entre premier et second degré. Il y a ce que j'appelle les savoirs sur l'apprentissage, ce que j'évoquais dans mon premier exposé, sur les questions d'attention, sur les questions de méthodologie. Il me semble que là, il y a des choses à partager. Il y a des savoirs sur le comment faire, qui renvoient aux savoirs d'expérience, qui ont été forgés dans les pratiques des maîtres, souvent très contextualisés et qui souvent se heurtent. Quand on travaille sur la continuité école-collège, et 40 ans de passé, presque 40 ans de passif, à certains endroits, ça vous donne des leçons. Les pratiques sont très contextualisées et c'est ça qu'on a du mal à lâcher quelquefois. Il faut accepter de revisiter avec le regard de l'autre. Il y a des savoirs méthodologiques à travailler sur l'évaluation,
mais aussi sur tout ce qui est programmation, progression, progressivité. Et on sait que là, il y a des champs disciplinaires qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Sans parler des champs disciplinaires qu'on a de la peine à faire exister à l'école primaire. Je pense aux enseignements artistiques, qui sont très peu structurés et dans lesquels finalement, je me dis qu'il y aurait beaucoup à faire et que l'apport du collège peut être très intéressant avec les conseillers pédagogiques spécialisés auprès de certaines équipes. Et puis, il y a ce que j'ai appelé les savoirs organisationnels, le travail en équipe. Est-ce qu'on apprend à travailler en équipe? Ça reste à voir. Les usages des environnements numériques. Nos collègues qui ont travaillé là dans un rapport d'inspection générale ont développé l'exemple d'une circonscription et de secteurs de collèges qui y sont rattachés, qui travaillent beaucoup avec des environnements numériques pour limiter déjà le nombre de réunions physiques entre les enseignants. C'est en région parisienne, donc ce ne sont pas forcément des questions de distance qu'on a tenté de résoudre, c'est vraiment des questions de disponibilité des uns ou des autres. En même temps, il y a des réseaux relationnels complexes et je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je vois bien que les choses sont qu'il faut arriver à coordonner premier et second degré, mais que dans chaque degré, il y a des éléments d'une certaine complexité. Alors, au niveau des circonscriptions et des écoles, on peut se demander s'il n'y a pas à mieux coordonner le travail entre les écoles différentes dont le cycle 3 alimente le même collège. D'accord? Sachant qu'un conseil de cycle 3, normalement, il est défini par école, sauf éventuellement dans les toutes petites écoles où on peut faire où il est même conseillé de faire des regroupements. Jusqu'où unifier, puisque chaque école est finalement responsable de son projet. Quelle parole commune quand on travaille avec les professeurs de collège? Et je sais qu'il y a des circonscriptions où on travaille d'abord inter-école, si je puis dire, avant d'aller vers le travail avec le collège, pour bien déterminer sur quoi au moins on peut se mettre d'accord côté premier degré. Quelles propositions on peut faire, vous voyez, une sorte de négociation qui permettra d'une certaine façon d'avoir une parole unique et peut-être de limiter le nombre de maîtres qui seront impliqués dans le travail avec les collèges et de diversifier par discipline du coup, s'ils ne sont pas toujours les mêmes maîtres. Du côté du collège, il y a un travail à coordonner entre professeurs qui constituent les équipes pédagogiques des classes de 6e, puisqu'il n'y a pas qu'une classe de 6e dans le collège. Et du coup, on se retrouve presque avec le même problème côté 6e. C'est-à-dire, comment on peut porter une parole avec des maîtres qui vont envoyer leurs élèves dans différentes classes, qui n'ont pas forcément la même écologie, si je puis dire. Qu'est-ce qui peut être commun? Alors, on voit que si on veut chercher trop de commun, on va finalement uniformiser beaucoup. Or, ce n'est pas la logique ni des projets d'école, ni des projets d'établissement. Enfin, on voit qu'il faut laisser vivre quand même un peu cette souplesse. Donc, il faut à chaque fois trouver sur quoi on peut s'entendre pour négocier avec les autres d'une certaine façon. Et laisser cet espace de négociation, mais en même temps y avoir réfléchi collectivement avant. C'est pas simple, c'est pas simple. Alors le rapport dont je parlais, qui s'appelle « Expertise sur la continuité pédagogique entre l'école et le collège »,
Je vous en donne le numéro, il est en ligne, le rapport des inspections générales. Et j'ai noté voir les réponses à des questions sur la réglementation. Il y a des choses sur les heures supplémentaires, sur tous les aspects réglementaires ont été envisagés, avec même des choses très pointues. Je pense aux chefs d'établissement qui sont dans la salle, que je ne saurais pas vous restituer précisément, mais qui ont été travaillées techniquement par, en particulier, les IGAENR, pour être sûr que réglementairement, on soit bien dans du correct, quoi. Des solutions pour aller vers des coopérations réelles. Le principe, c'est de passer du ponctuel, du court terme, de l'événementiel, centré sur une activité, parce qu'on sait que les continuités ou les relations école-collège se sont beaucoup construites autour d'aspects ponctuels dans les dernières années. C'est le cross, c'est le défi lecture, c'est le défi mathématique. Ceci étant, avec ça, il y a déjà des bases et de la communication qui s'est faite. Mais il va falloir dépasser ces choses-là pour aller vers du durable, du structuré, des réponses de fond qui permettent d'organiser les parcours d'apprentissage des élèves. C'est bien cette idée-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus au coup par coup, on organise ensemble un cycle. Et on n'est pas simplement aménager la transition pour accueillir des enfants dans un collège qu'ils connaîtraient un tout petit peu. Dépasser les actions centrées sur la préparation des élèves aux conditions d'enseignement en sixième, même si celles-ci conservent un intérêt. Il ne s'agit pas de dire non plus tout ce que vous avez fait avant, c'est nul et non avenu, maintenant on change, grand soir, etc. Non, il y a des choses qui peuvent être maintenues, qui ont de l'intérêt, qui peuvent même être amplifiées, peut-être à certains endroits, être diffusées. Accueil ponctuel ou périodique, voire classe transplantée. On a vu ça dans les observations que l'on a faites. Des classes de CM2 qui vont vivre au collège comme on ferait une classe transplantée, je sais pas, classe Villette ou je ne sais quoi, ailleurs. Des choses qui sont moins lourdes en unité de temps, mais j'ai vu ça dans un secteur rural avec des élèves de CM2 qui bénéficiaient sur une partie de l'année de tous les mercredis matins dans un collège en utilisant les circuits de transport scolaire du collège, puisque de toute façon, ça n'ajoutait pas de frais à ce qui existait déjà. Des échanges de services, un peu plus difficiles à organiser. Des classes mixtes. Alors, il y a quelques académies qui essayent des classes CM2, 6e. Alors, avec des équilibres un peu difficiles à trouver, parce qu'il faut penser les emplois du temps, il faut penser certaines exigences particulières. Évidemment, c'est plus facile dans les, je vais dire, dans les circonscriptions très urbaines, où on a plutôt une concentration d'écoles près du collège, et où ça ne suppose pas de grands bouleversements. On peut avoir, dans certains cas, des élèves qui sont dans le collège le matin, dans l'école l'après-midi, parce que c'est assez proche physiquement. On ne va pas faire ça en campagne, ça sera trop difficile. Exploiter pleinement les environnements numériques pour limiter les réunions. On a un exemple dans le rapport qui est développé et qui semble très fécond. Créer des pôles de recherche-action ou de formation-action, dire impliquer des équipes dans une sorte de recherche accompagnée. Pour se centrer sur la construction de continuité et de cohérence de pratiques d'enseignement et de continuité et de cohérence des parcours des élèves, on a les formations communes. Je pense qu'il faut regarder ce que ça peut donner. À l'échelle d'une académie rurale, je sais que c'est souvent compliqué, mais il y a les formations d'initiatives locales qui peuvent permettre ponctuellement des choses. Les constructions communes de progression, de séquences d'apprentissage. On commence à avoir
des bourses, si je puis dire, de séquences d'apprentissage dans certains environnements écoles-collèges, l'élaboration conjointe de situations d'évaluation, des corrections partagées. On a vu ça sur le CM2 et 6e, alors peut-être CM1, c'est un peu loin quand même. Des prises en charge d'élèves ayant besoin d'aide. On a vu des professeurs de collège intervenir dans les APC en fin d'année scolaire de CM2. De même, on a vu des professeurs d'école intervenir dans des collèges en début de 6e sur l'accompagnement pédagogique. Alors évidemment, il faut que dans les emplois du temps, ce soit rendu possible. Le rapport des collègues que je citais tout à l'heure donne des réponses réglementaires à cela. Des observations mutuelles de classe, pour mieux se comprendre, ça paraît intéressant. Des séquences de co-enseignement, il y en a qui sont évoquées dans le rapport dont je parlais tout à l'heure. Alors, je m'arrêterai là, parce que j'ai déjà débordé la demi-heure, pardon Dominique. On voit qu'on n'est pas complètement démunis. On voit bien tout de même qu'une des questions, ça reste, et vous l'avez posé d'emblée, mais tout à l'heure, sur les temps de réunion, les temps qu'on peut libérer, en particulier pour que les professeurs de collège travaillent avec leurs homologues de l'école élémentaire sur des temps qui ne s'ajoutent pas à leur temps d'obligation par ailleurs. Voilà, merci de votre attention.